suis née à la campagne, en Bretagne, et mes parents n'étaient pas éleveurs. Mais on habitait, il y avait des fermes tout autour. Et depuis toute petite, tous les animaux, j'ai toujours été plus attirée avec les animaux qu'avec les gens, tout le temps. Mais n'importe quel animal. C'est tout petit, que ça rampe, que ça... Voilà, de tout. Et petite, je passais mon temps dans les fermes. Il y avait beaucoup de vaches par chez nous. Et j'ai appris à traire, j'étais toute petite. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Jiquel, qui était adorable. Et ils avaient des vaches bretonnes. Et qui venaient mettre les génisses, ils les mettaient dans le pré juste à la maison. Et on rentrait de l'école, on passait jamais direct par la maison. On passait par le pré, on allait voler du maïs à un autre, qu'on amenait à nos vaches préférées. Et il y en avait une, elle s'appelait Rougette. On l'avait appelée Rougette. C'était une génisse qui nous suivait partout comme un chien, qu'on caressait. On faisait nos devoirs, Rougette était couchée, on faisait nos devoirs comme ça sur Rougette, elle ne bougeait pas. C'était un amour de vache. Et puis, on était tout le temps fourrés chez eux, quoi. Quand on était môme, quand il y avait les foins, quand il fallait traire et tout. Et il y avait une grande table, et elle mettait des bols, on allait traire, et elle nous faisait du café au lait, avec du vrai lait et du vrai café. Et elle nous faisait, pour le goûter, quand on faisait les foins, et qu'on avait bien travaillé, qu'on avait chargé la charrette et tout, on montait par-dessus le foin sur la charrette, on allait jusqu'à la ferme, et alors elle nous préparait un déjeuner d'enfer, avec des sardines cuites à la poêle, qu'on écrasait, qu'on étalait sur le pain et on trempait tout ça dans le café au lait. Ah, ça on brasse-paillait différemment chez nous. C'était pas du brasse-paille avec du saucisson. Et je crois que je serais incapable d'en manger aujourd'hui, parce que déjà le café au lait c'est quand même totalement indigeste, plus les sardines dans le gras, enfin cuites au beurre, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Et donc tout ça étalé sur du pain, ça avait un goût. Oui, trempé dans le café au lait. Et bon, ces gens, on était tout le temps fourrés avec eux, quoi. Et quand les années sont passées, je suis partie à Toulouse et je reviens en Bretagne, chez ma mère, et je vais me promener. Et, non, me promenant, je vois les vaches, monsieur Jiquel qui n'était pas encore à la retraite. Et puis je regarde les vaches, et puis il y en avait une qui ressemblait à Rougette, mais qui était vache, qui était plus génisse. Puis je l'appelle, manière, voilà, je dis Rougette, Rougette. Et bien la vache, elle est arrivée, parce que c'était Rougette. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais recalin, quoi. Elle se rappelait de moi. J'arrive à la ferme, parce que non, je ne pouvais pas croire que c'était Rougette. Parce que les vaches, elles ne restent pas longtemps dans une exploitation de laitière, surtout. Et j'étais voir Madame Jiquel, qui était contente de me voir, qui était toujours, c'était une dame qui était grande, qui était costaud quand une fois, elle nous prenait comme ça, brassait dedans, elle nous serrait contre elle. On était comme ça. Et elle me voit et je lui dis, il faut que je vous pose une question. Et elle m'a donné la réponse avant même que je pose la question. Elle m'a dit, oui, c'est Rougette. Et j'ai dit, pourquoi? Et il me dit, il n'a jamais pu la vaincre. Et vous l'avez tellement aimée. Par contre, il changeait toutes les vaches de près, qu'avec elle. Elle prenait au licol. Ah ben oui. Elle était vieille, hein, mais... Et donc, tous les animaux, j'ai toujours aimé tous les animaux. Donc, c'est quelque part, autant ça a étonné beaucoup de jeunes, de tous mes copains que j'avais à l'époque en Bretagne, quand ils ont su que j'avais des brebis, ça les a surpris. Mais eux, non. Et la mère de ma belle-sœur, par exemple, qui avait des vaches aussi, quand j'allais chez ma belle-sœur, on ne me voyait jamais. J'étais dans les tables, voilà, j'allais câliner les vaches, j'allais leur enlever les tiques, leur moucher le nez, parce qu'elles avaient le rhume. Alors je leur mouchais, j'étais petite, hein. Alors, je prenais le sopalin, et je leur mouchais le nez. Mouche-toi, je disais, mouche-toi. J'enlevais les tiques, je les grattais, voilà, j'étais heureuse qu'avec les bêtes, quoi. Et puis, les années passent. Et puis un jour, j'arrive à Toulouse, parce que j'ai rencontré mon ex-mari. Et mon ex-mari me dit, si tu veux, je vais t'amener quelque part, puisque tu aimes la campagne. Je vais t'amener à un endroit, ça va te plaire. Sûrement, ça va te plaire. J'ai des amis qui ont une grange à la montagne. Et on va y passer le week-end. Et tu verras, probablement ça te plaira. On nous l'a partie.
On arrive à Bachère et on a mangé au pont à Bachère. C'est une journée que jamais j'oublierai, on avait mangé du melon. On a fait demi-tour, et on a pris l'embranchement du Rivérol après manger. Et plus on passe le village ailleurs, et plus on monte, mais plus ça m'a... C'était dans mon ventre, c'était tellement là. Ce que je cherchais depuis tant d'années, c'était là. Ma vie, elle était là. Et j'ai dit à mon ex-mari, on viendra vivre ici. Il m'a regardé, il me dit, ouais. Et tout de suite, je ne m'ai pas dit, t'as pas pris tes pilules contre les renards. Non. C'était... Mais j'ai dit, si. Oui, bien sûr. Donc, on a passé le week-end dans la grange des amis. Et moi, je voyais une grange en face. Et moi, je vais aller voir là. Il m'a dit, merde, qu'est-ce que tu t'emmerdes au fond du Ribérot, où il y a 4 soleils, il n'y avait rien du tout. Il m'a amené à Beckman, il m'a amené à Chantin, il m'a amené partout, que je trouvais très beau. Et moi, je voulais aller voir la grange d'en face. Et donc, avec les amis, petit à petit, on venait le week-end et tout, et on n'avait toujours pas réussi à aller voir la grange d'en face. Mais mon père a toujours dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc moi, cette putain de grange d'en face, je voulais aller la voir. Et on devait aller faire les foins avec des gens du village d'en bas. Donc, nous la partie, faire les foins. Et hop, j'ai rencontré la famille Pic, avec Jeannot, qui était un homme extraordinaire. Le sobriquet de la maison, c'est Cablanc. Elle était toute blanche. Et je les vois arriver avec le vieux tracteur, avec la remorque. Il y avait Henriette qui était sur le tracteur et Lisou qui était sur la remorque. On a fait connaissance, ils étaient encore des Toulousains, on a rigolé. Donc il me file un râteau pour ratisser. Donc Henriette avait la faux, Jeannot avait la faux, Lisou qui ratissait avec nous aussi. Et les amis qui étaient avec nous, donc Sylvie qui avait le râteau, mais elle faisait du planté de râteau. Et casser les dents. Et moi je ratissais. Là, à un moment, et Jeannot il regardait. Il disait, c'est là, il va falloir que je pose une question. Et c'est Henriette qui m'a posé la question. Elle vient me voir, elle me fait, t'en as déjà fait des foins, toi? Moi, j'ai dit, oui, moi, quand j'étais petite, on faisait les foins, il y avait les fermes à côté, on aidait, on faisait les foins, on ratissait, comme ça avançait le travail pour les éleveurs. Hein. Et ça se voit, elle me dit. Et puis, donc, voilà, et puis on a commencé on a braspaillé ce jour-là, tous ensemble et tout. Un fromage qui n'en pouvait plus de... Oui, il était bon, hein, c'était du Beckman, mais attention. Et voilà, j'ai trouvé des gens adorables où je me sentais bien. Et puis les années sont passées, mes enfants sont nés, et on a fini quand même pour aller voir cette grange. Quand je suis rentrée dans cette grange, je rentre, la première, évidemment, je passe sous le barbelé, j'arrive à la grange, je rentre, j'ouvre, et là, c'était tellement évident. Cette grange, en fait, tient avec un menhir. Il y a un menhir breton qui tient toute la grange. Il y a une bretonne qui arrive dans une grange à Réjoise où il y a un menhir. Elle a été faite pour elle, hein, 250 ans avant. Mais elle a été faite pour elle, donc moi, persuadée. Et quand on l'a acheté, bon, ça tombait bien, elle était à vendre en plus. Donc quand on l'a acheté, j'avais déjà fait des plans sur la comète, dessus. Et le jour où on passe sous sein privé, on arrive, on remonte au Ribérot, une partie du mur qui s'était cassé la gueule. Et mon ex-mari me disait, oh non, putain. Mais bon, voilà, et on a construit la maison, enfin on a réparé la grange, mais à l'origine la grange c'était pour venir le week-end, venir avec des copains, faire la fête et tout ça. Mais moi, plus ça allait, plus je pouvais plus me détacher du Ribérot, quoi. Je venais l'été avec les enfants, tout l'été. Et je repartais travailler à Toulouse après. Mais c'était... Non. Dès que j'arrivais à Toulouse, je tardais le vendredi. Hein. Le vendredi, c'est vendredi. Mon ex-mari finissait à 4h moins 5. Il arrivait à 4h, vous venait en vélo. Il arrivait à 4h, le café il était prêt, on buvait le café. Les sacs, ils étaient dans le couloir. On mettait les sacs dans la voiture, on allait à l'école, on récupérait les petits et rip, on partait au Ribérot. Et puis Jeannot est tombé rarement malade. Et il ne voulait pas être hospitalisé parce que c'était septembre, octobre, enfin en octobre, il a commencé à être malade en septembre, puis en octobre il était quand même vraiment pas bien. Mais les brebis, elles étaient en haut au Ribérot. Et
il ne voulait pas aller à l'hôpital parce que comme sa femme et sa fille ne conduisaient pas, tant que les brebis elles étaient en haut, il fallait monter, appailler les brebis, soigner et tout, et c'était trop tôt pour ça. Ouais, c'est une virule quand même, parce que placé comme tu étais au Ribéron. C'est là qu'est la connerie de la chambre d'agriculture. Parce que mon projet était valable. Dans le sens où j'ai fait, quand on est allé au BPREA, on avait à faire un dossier sur une exploitation virtuelle qu'on basait surtout sur l'exploitation du maître de stage. Mais moi, ça ne m'intéressait pas de faire mon dossier sur le maître de stage. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire sur ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait tout mon virtuel sur ce que je projetais. Et la seule chose qui a changé, c'est la bergerie. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas les bergeries Préfakit. Et donc, mon dossier, je l'ai fait avec un tunnel. Voilà. J'avais pris ce qui était de moins cher et tout, donc c'était un tunnel. Et mon épi, donc l'étude prévisionnelle d'installation qu'on a à faire après l'examen, en fait, je l'avais tout prêt. Puisque mon truc, il était tout ficelé et tout. Donc, quand j'ai fait mon projet, j'ai juste fait mon dossier. Mon dossier, quoi. Quand je me suis installée, on m'avait promis une AFP, on m'avait promis plein de choses qui ne sont jamais arrivées. Je resterai une étrangère jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Je ne serai jamais d'ici. Sauf pour ici. Et celui qui m'a apporté... C'est vrai que tout le monde rigole parce que je dis que Yves, c'est mon maître. Mais j'ai appris tellement avec Yves. Et Yves, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un homme... c'est un grand frère. Parce qu'il a l'âge de mon frère aîné. Et c'est quelqu'un qui a un cœur gros comme une maison. Sa femme aussi. Que ce soit Yves ou Daniel, c'est des gens, on n'en rencontre pas beaucoup, des gens comme ça. Et Yves, quand il a commencé à me connaître, je me souviens, on était en train de tondre les brebis chez Alain Estrémé, là-haut. Et moi, j'avais souci parce que j'avais pendant 2 ans mis mes brebis à Uretz, parce que j'avais acheté les brebis à Dany Chertier, donc je m'étais engagée vis-à-vis de lui. Et on me tirait dans les pattes pour aller sur mon estive, au Trapetch. Étant au bout du Riverotte, quand même, si moi j'avais pas le droit d'être au Trapetch, il n'y a peut-être pas grand monde qui avait le droit d'être au Trapetch. Mais il ne voulait pas de moi au Trapetch. Jusqu'à venir me dire que si je mettais les brebis au Trapetch, on me les redescendrait toutes les semaines. Moi j'ai eu peur pour mes brebis. Et je me suis retrouvée, il n'y avait plus d'estive, il y avait les brebis, et je les mettais, il m'en prenait 80 je crois au Trapetch. Et les autres, je les mettais en lévitation transcendantale, là, pof, pendant 4 mois. Je les redescendais après. Ça aurait pu être pratique, c'est vrai. Et donc, j'avais souci de ça. Et on était fin mai, puisqu'on tendait les brebis chez Alain Estrémé. Et Yves, il me dit, mais ta montagne, elle n'est pas au Trapetch. Ta montagne, elle est chez nous. Ta ferme, c'est à Awen, il m'a dit, en rigolant. Moi, ma ferme, c'est le Lazier, toi, ta ferme, c'est à Awen. Oui, mais je ne peux pas arriver comme ça au TOS. Il me dit, appelle Gérard, appelle le président. Donc j'appelle le président. Et Gérard, il me dit, écoute, justement, ça tombe bien, on a réunion du groupement demain soir, je te donne la réponse vendredi matin. Je l'appelle à 8h. Il me dit à l'unanimité, t'es accueilli au TOS. Le vendredi après-midi, mes brebis elles étaient au TOS. Et dès le mardi, moi je suis montée quand même, et les miens avaient tellement peur, mon Dieu. Où vont-elles aller? Je connaissais un peu, j'étais venue me promener, mais pas beaucoup quoi. C'est venu au février d'avant. Avec Antonio, il avait 8 mois. La première fois que mon petit a dormi à la cabane, c'était pas la cabane du TOS, mais la cabane d'Awen, il avait 8 mois.
peut-être que si ce jour-là, parce qu'en fait, les brebis s'étaient échappées, les miennes. Elles étaient toutes seules. Elles étaient venues au TOS. Mais pas la bonne période, hein. Elles étaient venues en février. Hein, donc, c'était pas terrible. Hein, mais bon, il faisait beau, hein, voilà. Donc, je suis venue les chercher quand même. Hein. Et voilà. Mais il faisait super beau en février. Il y a des fois en février, il fait un temps magnifique. Hein. Quand je suis arrivée à la cabane d'Awen, que j'ai vu la côte avec le panneau au bout là-bas, j'ai vu, voilà, j'ai cherché. Et puis d'un seul coup, hop, je les ai vues arriver. En fait, elles étaient au-dessus de la cabane d'Awen, dans la coulée, juste en dessous du chemin à travers. Alors, comme maman l'avait appelé, brrr, tout le monde était soulagé quand même. Hein. Fallait monter la côte autrement. Ah ouais, et puis j'avais le petit et tout, donc, puis j'avais 25 kilos de plus quoi, que maintenant, donc, le petit, les 25 kilos, ça faisait beaucoup, hein. Et donc, voilà, donc il me dit de venir, bon, je viens, et puis, il me dit, bah, je vais te montrer, il m'a montré, il m'a dit, ça serait bien que les tiennes restent par là, il me dit, tu devrais te laisser aller en contrebas, là. J'ai appelé ça le paradis après, parce que c'est une herbe fabuleuse en contrebas du muscadet là. Et donc je les ai salés là, et puis après il m'a montré un peu à droite, un peu à gauche et tout. Et puis il m'a montré plein de choses. Comment soigner, enfin il y a plein de choses. J'ai attrapé tout à la main. Et moi je me suis acheté un rastol quand je me suis installée. Hein. Un petit du rastol qui était dans le tiroir dans la bergerie, qui n'avait jamais bougé de là. Et j'attrapais tout là, mais c'est les miennes, je les attrape à la main, elles sont tellement habituées à ce que je sois avec elles et tout. J'ai besoin d'une, je l'attrape. Voilà. Donc je voyais pas l'utilité d'aller leur faire mal avec un rastol. Mais ils me disaient, ça leur fait pas mal. Ou j'ai un bout de fer comme ça doit pas faire du bien non plus. Hein. Et bon, ils rigolaient. Et puis il a appris à me connaître, et j'ai appris à le connaître, et puis à connaître les éleveurs, et puis à connaître la montagne, et puis à trouver que c'était, voilà. Et puis quand il y a eu le projet de la cabane, il fallait un berger, et ben voilà, on est arrivés, Yves et moi. Yves, il ne voulait pas le faire tout seul. Et comme moi j'étais la seule disponible, surtout parce que je ne fais pas d'herbe ni rien, et que j'étais... Moi ici je venais un mois, 2 mois, avec les enfants à Autos. Puis après, comme Autos il ne voulait plus de moi, surtout avec les enfants, grâce à un ami de... Quand on n'aime pas les pontes, hein, on n'aime pas les pontes. Hein. Et quand les pontes ils vous aiment pas, ils vous aiment pas. Hein. Et donc je suis allée sur la cabane de Trémule pendant 3 ans. De juillet à août. Parce que juin, j'étais par ici, après je faisais basculer tout le monde. Et c'est vraiment une belle estive pour le nombre de brebis que j'ai, c'était impeccable. J'ai eu le droit à la cabane en plus. Et les enfants, ils ont passé des années magnifiques, ils en parlent encore. Tu arrives à la cabane, et là, une fois que tu es à la cabane, tu vois bien la porte de Trémule. Et là, tu remontes, tu longes le petit col, tu remontes tout l'arrêt, tu te mets sur le côté, et tu arrives à la porte de Trémule. Alors là, tu montes, et quand tu es à la porte de Trémule, là, tu es obligé de faire waouh, parce que tu as Toulouse-Etch devant toi, et le Valier, et Pécouche, et tu vois Cruzous, tu vois l'arrêt des Antiques, c'est géant, quoi, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Et quand tu regardes, tu t'avances un petit peu, tu restes sur la porte, tu tournes comme ça ta tête sur ta droite, et là tu vois le dernier coq de bruyère en pierre. En pierre. Il a été pétrifié, il est là. Comme le berger. Et ça est zoomé, des photos zoomées, ça fait quand même un coq de bruyère. Et il a le panache, il a la tête et tout. Alors quand même, j'étais curieuse, j'étais voir. C'est un tas de pierres qui est posé n'importe comment. Et quand tu le vois de la porte de Trémule, ça fait un... Il y a des fois des rochers comme ça. Tu vas à la montagnette, au-dessus de Luchon, il y a un rocher, à la tombée de la nuit, au lever du jour, c'est une souris. Mais alors la forme de la souris. Et puis quand je suis allé quand même voir, mais quand tu y es, ça ressemble à rien. Ben ouais. Moi je suis ici, je trouve tout beau. Mais ça fait, le problème, je ne me lasse pas. Regarde, depuis le temps que je suis ici, j'arrive à ma cabane. Ah putain, c'est beau. Je suis obligée de dire, ah putain, c'est beau. Mais je suis toujours en béatitude de tout, hein, de tous les endroits. Hein. Je fais traire des enfants de Toulouse quand ils viennent à la bergerie. Ouais, des enfants,
leur faire découvrir que le lait qu'ils boivent dans la brique, ça sort des vaches. Mais tu verrais les enfants, comment ils sont. Des écoles de zone de ZEP qui viennent des fois à la bergerie. Et tu les mets dedans, pour les en sortir, c'est un coup à faire. Parce que moi j'ai des brebis qui sont pas du tout sauvages. Elles sont couchées, tu les enjambes. Pardon, excuse-moi. Les gosses arrivent, ils les prennent, les patouillent. Enfin, les brebis elles bougent pas, les patous non plus, les vaches non plus. Alors je fais traire. Puis une fois de temps en temps, je leur mets un petit peu de lait sur le nez et tout. Puis alors, j'en fais goûter. Et puis alors ils font, c'est bon hein, t'en veux encore? Non, ça va aller. C'est fort, c'est plus fort. Ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas ouais. le même goût. Ah, ben oui. Et une année, au plat de la Lao, j'avais mes vaches, et j'avais la vieille vache, une vieille qui s'appelait Daphné, c'est un amour de vache. Franchement, c'était un amour de vache. Et il y avait des jeunes handicapés qui étaient là, avec des gros problèmes de handicap, surtout une gamine. Et donc je les voyais, ils étaient là et tout. Et je les prends avec moi, et avec l'autorisation quand même des éducateurs qui étaient là. Et je dis, on va aller caresser la vache. Et Daphné, quand elle voyait des mômes, elle ne bougeait plus. Et tu avais les mômes qui étaient dessus, qui étaient dessous, mais qui la grattaient, qui la caressaient et tout. Et une petite qui était vraiment très handicapée. Et je lui ai fait traire le lait. Elle avait vraiment beaucoup de problèmes de motricité, mais elle avait réussi à traire le lait et à goûter le lait. Et elle buvait le lait au pied. Alors j'ai dit, non, faut pas le faire quand même, faut pas le faire. Moi je le fais, mais bon. Moi j'ai le droit, c'est les miennes. Et les éducateurs ils disaient laisse faire. Et cette gamine qui était vraiment très. Enfin, mais avec Daphné, c'était devenu un autre petit bout de cul, quoi. Mais elle s'accrochait à elle partout. Et Daphné, pendant toute la semaine, même il y avait plus d'une semaine, je crois qu'ils sont restés pratiquement 15 jours. Et bien, Daphné était devant la tente de la gamine tous les matins. Et elle faisait mou, comme elle appelle son veau. Et la gamine, n'importe quelle heure, elle sortait de la tente. Et elle là, voilà. Et elle la léchait. Elle nous la gamine, mais on ne pouvait plus les dissocier les deux. C'était marrant, c'était une belle histoire d'amour entre cette gamine qui s'est découverte et elle la prenait, elle la sentait comme ça, mais elle la serrait fort, elle faisait mal parce qu'elle avait du mal à contenir ses gestes et elle bougeait pas. C'était un amour de vache. Ah ouais, c'était une vache, tu disais Daphné, on tourne. Ah, elle te regardait, tourne à droite. Pof, elle partait, tourne à droite. Attends. Ah, on s'arrêtait, donc les autres s'arrêtaient. J'ouvre le portail, on y va, hop, on y va. Les bêtes, quand tu les manipules comme ça, hein, Moi, elles ont chacune un prénom. il y a un échange. Et quand je les rentre à la bergerie, c'est une par une. Parce que je me dis, par exemple, il y en a la première c'est Chocolat. Chocolat rentre, je referme. Donc Zaza, elle attend parce que c'est la deuxième. Zaza, elle attend. Chocolat, je lui dis place, elle va à sa place, je l'attache, je la caresse, je l'embrasse, je lui dis c'est bien. Et je cherche Zaza, je fais comme ça avec les 10. C'est étonnant que tu finisses à 3h du matin. J'ai eu un agneau à 5 pattes aussi. 5 pattes. Ouais, j'ai eu un agneau qui est né en hiver en plus, d'une vieille brebis en plus, qui n'avait pas de lait, tant qu'à faire. Il est né avec une autre patte, il avait 2 omoplates sur le côté droit, et une autre patte qui sortait, et au bout de la patte, il y avait 2 onglons. En fait, c'était une grosse gémellaire qui ne s'est pas divisée. Et donc, donc l'autre, elle tremblait parce que... Alors, il l'avait là, et puis pour le faire marcher, mais attends, il était vachement gros. S'il faisait 1 kg, 1,9 kg, grand maximum. Le truc que tout éleveur qui se respecte le prend et il tue pour pas... Ben non, il faut être très con, il faut s'appeler Laurence. Et le tenir debout, le faire téter, faire traire une qui venait d'avoir un agneau pour le colostrum, lui donner, ensuite traire les vaches pour lui donner le lait des vaches. Et c'est beaucoup plus efficace que le lait en poudre déjà. Et voilà. Et au bout du 4e jour, tu avais mon espèce de truc qui marchait
Il avait une démarche assez particulière. Le mot place le gênait un peu. Quand même, ça ne marchait pas bien, mais il marchait. Et on a perdu 15 degrés la même nuit. Ah, Oui, de 0, on est passé à moins 15. ah, oui. mais il n'a pas trop Il aimé. n'a pas aimé. Pas aimé. Il n'a pas aimé. Oui. Parce que les brebis, tu sais, quand il fait froid, les C'est brebis, elles se groupent, et t'as les agneaux, ils sautent dedans. Ah oui, Ça, d'accord. c'est beau, c'est marrant à voir. Hein. Parce que des fois, ils dorment toute la nuit, ils ont le cul la tête en bas, ils sautent, pouf, ils se posent, mais ils se posent comme ils se posent, hein, ils sont coincés un peu, et ils attendent que les mères se lèvent, et ploum, ils tombent. Voilà, mais donc ils se tiennent au chaud en fait. Et lui, il n'a pas pu. Elles n'ont pas voulu lui. Enfin, il faut dire aussi que peut-être il n'a pas pu aller prendre l'élan non plus. Hein. Il n'était même pas contre la vie de mort. J'étais triste. Mais c'est vrai que des fois, tu as des choses qui te naissent. Hein. Mais peut-être aussi c'est le traitement. Parce que des fois, quand tu traites avec du Valbasin ou de la Palex, il ne faut pas traiter au niveau de la gestation. Mais des fois ben, tu es obligé parce que tu as la petite bouffe qui est là et il faut que tu l'enlèves. Hein. Sinon, ça te tue les brebis. Bon, c'est pas souvent qu'il y a des malformations. Mais... Donc peut-être que cette brebis, le fait d'avoir été traitée, ça y a fait quelque chose avec la grossesse. La semaine dernière, quand on est descendu avec tous les enfants et tout, on a fini par descendre quand même. Et dimanche, on a fait les 2 troupeaux avec tout le monde, enfin on s'est régalé, on descend. Et en descendant sur la piste, je vois un type qui arrive en courant, il entendait une voiture. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je m'arrête, je dis qu'est-ce qui se passe. Et est-ce que vous pourriez avertir des gens en bas parce qu'on a trouvé un agneau qui a une patte cassée. Ah ben j'y suis bien, je suis à Vergère. Vous? C'est de la Vergère. Mais vraiment, il a fait. C'est de la Vergère. Je dis oui, il est où cet agneau? Alors il me dit, alors il est là où il y a le parking, un peu plus bas dans le bois, par là. Allez, me là, demi-tour, je remonte avec la voiture, je croise donc les copains qui étaient derrière, il y avait Guy, et j'ai dit, il y a un agneau qui a la patte cassée là-haut, je monte. Alors tout le monde fait demi-tour. Et on regarde, il me dit, il est juste au bord, il est pas loin. Et on regarde, et Guy me dit, mais il est pas, je vais voir. J'ai dit, c'est un agneau avec la patte cassée, et je le récupère carrément, et puis on le soignera à la maison. Et alors je pars dans le bois et tout, je passe dans les sapinettes et tout. Et je suis tombée sur un veau qui avait une patte cassée. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que c'était tellement marrant. Alors je remonte et je dis à Guy, c'est pas la peine de chercher un agneau, hein. C'est le veau à Chando qui s'est cassé la patte. Alors je redescends avec la voiture, et je m'arrête là, je fais, on l'a trouvé, l'agneau. Oui, c'était un agneau. Oui, mais... Si. Attends, le plus drôle, il y a 3-4 ans, ouais, il y a 3-4 ans à peu près, j'ai la jument et l'ânesse qui étaient au plat de la lave. Je vais et je vois une femme qui est en train, elle avait un sac de pain, et elle est en train de donner du pain à la jument et à l'ânesse. Je m'étonne, parce que le pain, il l'aime. Puis après, non, déjà, l'ânesse, tu peux la monter à cru, t'as pas mal au cul. Hein. C'est la seule ânesse plate qu'on puisse voir. Généralement, une ânesse, elle est plate, elle. Et donc je vais voir la dame et je lui dis, ben, c'est gentil de leur donner du pain, il faut faire attention parce qu'après elles peuvent avoir des fourbures. Oui. Et une fourbure après, si on a la chance de pouvoir la guérir, ça va, sinon c'est une bête qui est condamnée. Ah bon? Ah ben, je savais pas et tout. Et elle me dit, mais elles sont à vous? Je dis, oui, elles sont à moi. Ah, mais vous êtes d'ici? Alors vous allez peut-être me renseigner. Alors je la vois, je lui dis, bien sûr, sans problème. Et elle avait mon âge, hein, une quarantaine d'années. Hein. Et elle me dit, faut que je vous demande, les grosses bêtes qui ont des... Mais comme ça, hein, les grosses bêtes qui ont des cornes, qu'est-ce que c'est? Je la regarde. Je lui dis, elle se fout de ma gueule, là. C'est obligé de se foutre de ma gueule. Ou alors il manque des morceaux, oui. Je ne veux pas donner la réponse parce que... Non, elle va rire. Je la regarde, je fais, des vaches. Elles sont toutes noires. Avec des cornes, des vaches. J'ai dit oui, que les vaches, ça a des cornes en vrai. C'est des vaches, c'est les miennes en plus. Mais, oh bon, ça a des cornes les vaches. Voilà. Je me suis dit, après je me suis bien rendu compte qu'en fait elle ne le faisait pas exprès. Mais ces grosses bêtes avec des cornes, ben, j'étais pliée de rire. J'ai dit,
pas possible. C'est une femme qui avait vu que des vaches à la télé, et c'est vrai que de plus en plus les vaches avec les cornes à 10, on leur coupe les cornes. On les décorne pour pas qu'elles s'abîment aux cornes à 10. Mais tout le monde sait quand même que les vaches ça a des cornes. Regarde, Pollux, mais c'est pour ça que je comprenais pas. Elle a dû voir Pollux quand même. Et dans Pollux, il y a Marguerite. Marguerite, elle a des cornes. Et une Marguerite, mais elle a des cornes. Quand même. Une fois au Kerner, je les descends, je les remonte depuis l'avion. Elles étaient au pied de la haine. Je les remonte. On arrive par la passade qui arrive à Estiware. C'est la passade qui est à l'autre côté de la messe. Là. J'arrive, je les lance là. Moi, j'en profite. Il y a un endroit où on peut, en passant au droit, revenir sur la messe. Parce que je voulais voir s'il en restait sur la messe. Donc, je pars sur la messe. Je surveillais. Elles y allaient. Elles allaient tout tranquilles. Je passe de l'autre côté pour voir, il y avait celle de Jean-Jacques et tout, je passe de l'autre côté, je rebascule. Et je te vois, alors toutes sages comme des images. La noire avec ses 80 copines, à fond la caisse, et montée au Kerner. Parce que comme ça, elle descendait, puis elle allait passer au col d'Aubiès. Et revenir par le col de Fonterre. C'est-à-dire revenir de là-haut, putain. Et là, j'ai dit, merde. J'ai dit, non, je vais essayer, parce que j'avais une passade. Et donc, j'ai contourner le Kerner de l'autre côté, à fond. Après, je suis descendue dans les rhodos sur le cul parce qu'on ne peut pas être debout, c'est trop pentu. Tout sur le cul et tout, crin. J'avais la petite chienne Mika, elle se calait à mon dos parce que la gueule, c'était trop pendu. Et je descends. Et elle m'aura pas. Juste, elle descendait du col comme ça. Elle prenait le col, puis elle était contente de sa connerie. Hein, avec tous les 80 péknotes qui étaient derrière, là. Elle arrive, et moi, je tombe sur la passade qu'elles ont fait à force. Hein. Ils ont fait, et elle me regarde, mais vraiment, comme ça elle a fait. Allez, demi-tour sans toucher terre, et tout le monde reparti à fond dans l'autre sens. Je suis remontée au Kerner. Donc celle-là, je les ai redescendues après pour aller récupérer ensuite pour écheler. Et j'étais repartie à la Crouzette, récupérer les autres qui étaient sages, qui se demandaient pourquoi est-ce que tout le monde avait disparu d'un coup. Et voilà, et je me le suis récupéré, mais elle n'était pas contente. Mais bon, voilà, c'est fait mumuse quand même, ça nous amuse.